5 Uhr, die Nachrichten mit Markus Langer. Der Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider ist tödlich verunglückt. Wie die Polizei vor etwa einer halben Stunde bekannt gab, ist der langjährige FPÖ-Politiker und Gründer des BZÖ in der Nacht bei einem Verkehrsunfall in Klagenfurt ums Leben gekommen. Das habe ich so in dieser Form nie wieder getroffen, so ein politisches Talent wie er eines war. Und meine Erinnerung ist das, dass er ein Landeshauptmann war, der zugegangen ist zu den Menschen, ja, der mit ihnen gesprochen hat, sich die Sorgen und Wünsche angehört hat. Und das ist das, was derzeit uns in unserem Lande und auch in Österreich fehlt. Und ja, wenn er noch wäre, würde es in Österreich und in der EU, muss ich sagen, nicht so ein heilloses Durcheinander geben. Er war sehr volksnah, er war sehr beliebt, ja, hat aber auch sehr viele politische Kontrahenten und Gegner gehabt, keine Frage. Ja. Ja, natürlich hat wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Natürlich. Und die Leute haben ihn gern gehabt. Ja, es war schon ein Talent, ein Ausnahmetalent, das muss man respektieren. Und er hat auf die Leute eingehen können. Zugrunde gerichtet haben wir ihm diese Buberln, oder? Glaube ich. Ja, schade. Schade, weil er hätte schon das Zeug gehabt, die Intelligenz hätte er gehabt, also da wirklich etwas zu bewegen, aber es ist dann leider alles zerbrochen. Ja. Nein, ich sage das ganz klar, ich glaube nicht, dass es ein Unfall war. Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das Autowrack Bände spricht. Für jeden einigermaßen kriminologisch Geschulten ist das leicht erkennbar. Jörg Haider. Ce seul nom a fait, des décennies durant, rêver, mais aussi trembler la Carinthie, l'Autriche, voire l'Europe entière. Aujourd'hui encore, 10 ans après sa brutale disparition, la presse autrichienne évoque les ombres de Jörg Haider, que ce soit celle en Autriche, où le FPÖ qu'a longtemps dirigé Haider est de nouveau au gouvernement, ou celle en Europe, où la progression des populismes est au cœur des débats publics de la plupart des pays. Jörg Haider voit le jour en 1950 dans la petite ville de Bad Goisern, en Haute-Autriche. Jörg Haider naît dans une Autriche d'après-guerre qui connaît une situation singulière. Comme l'Allemagne, dont elle est définitivement séparée, l'Autriche est occupée militairement par les vainqueurs de la guerre. Sa capitale, Vienne, est également occupée par les 4 vainqueurs. Toutefois, à la différence de l'Allemagne qui se scinde en deux entre Est et Ouest, l'Autriche recouvre la plénitude de son indépendance en 1955 avec la fin de son occupation militaire et la signature du traité d'État autrichien. Celui-ci prévoit expressément la neutralité de l'Autriche, condition des soviétiques pour le retrait de leurs troupes. Dans sa constitution, l'Autriche déclare volontairement sa neutralité permanente et affirme qu'elle n'adhérera à l'avenir à aucune alliance militaire et ne permettra pas la création de bases militaires étrangères sur son territoire. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui encore, l'Autriche n'est pas membre de l'OTAN. Après-guerre, le système politique autrichien est dominé par 2 grands partis politiques, le Parti socialiste d'Autriche, SPÖ, et le Parti populaire d'Autriche, ÖVP. La couleur du SPÖ est le rouge, celle de l'ÖVP est le noir, ce qui explique l'expression de coalition noir-rouge en Autriche. Le SPÖ et l'ÖVP se partagent non seulement le pouvoir, la plupart du temps en coalition, le poste de chancelier revenant au parti arrivé en tête lors des élections, mais également les principaux secteurs de la vie économique et sociale du pays. Ce système de l'économie de la carte de parti, appelé en Autriche Proportsystem, oblige à être membre de l'un des 2 grands partis pour pouvoir accéder aux plus grandes fonctions du pays qui sont liées à l'État. Il assure ainsi une base d'adhérents, de militants et d'électeurs particulièrement solide aux 2 grands partis autrichiens.
À l'exception de ceux ayant occupé des fonctions très élevées ou commis des crimes, la plupart des gens compromis dans le régime national-socialiste sont progressivement réintégrés dans la vie publique autrichienne, au sein de tous les partis politiques, à gauche comme à droite. En parallèle toutefois, l'Autriche met en place une législation plus dure qu'en Allemagne contre toute velléité de reconstitution du parti nazi ou négation des crimes de ce régime. Ce contexte n'a laissé que très peu de place à d'autres formations politiques en Autriche. Le Parti communiste autrichien a définitivement disparu du Parlement en 1959, tandis que ce que l'on appelle le troisième camp, ou Dritte Lager, est représenté depuis 1956 par le FPÖ, le Parti de la liberté d'Autriche. Le FPÖ est à la fois un parti national et libéral. Libéral signifie aussi une opposition au système qui oblige à avoir la carte de membre d'un parti politique pour accéder aux grandes fonctions administratives. Entre 1956 et 1986, le FPÖ est toujours représenté au Parlement national à Vienne, mais avec des scores entre 5 et 8%, il ne représente qu'une force politique marginale. Le jeune Jörg Haider, élève brillant, adhère à la section des jeunes du FPÖ dès l'âge de 14 ans. Il devient président régional des jeunes du FPÖ en Haute-Autriche en 1968, puis au niveau fédéral en 1971. En parallèle de cela, il poursuit des études à Vienne et devient docteur en droit. Son talent politique est inné et le jeune Jörg Haider ne tarde pas à être reconnu, y compris par l'homme fort de la politique autrichienne des années 70, le chancelier socialiste Bruno Kreisky, avec qui Jörg Haider a eu des échanges. War unglaublich intelligent. Der erste, der das erkannt hat, war Bruno Kreisky, der ihn schon in den 70er Jahren als politisches Talent bei den anderen Parteien, bei der FPÖ erkannt hat und eigentlich sehr gute Kontakte zu Haider gepflogen hat. En 1975, Jörg Haider a 25 ans. C'est là qu'il est appelé à venir en Carinthie, la province sud de l'Autriche, pour renforcer et structurer le FPÖ régional. La Carinthie constitue alors déjà le bastion fort du FPÖ, avec des résultats aux élections régionales supérieurs à 10%. Donc il est arrivé en Carinthie au milieu des années 70. Il a été appelé par Mario Ferrari Brunenfeld. Et donc Jörg Haider est devenu à partir de ce moment-là secrétaire du FPÖ, donc le Parti patriotique pour la Carinthie. Dann hat es mit Ferrari Probleme gegeben. Wir haben eine eigene Zeitung gehabt, die Kärntner Nachrichten. Und da hat man ziemlich viel Schulden gemacht, ohne dass wir eingebunden waren. Und dann hat es noch so eine Pelzmantelgeschichte gegeben, die auf Kosten der Partei eigentlich abgewickelt wurde. Und dann war es natürlich ziemlich schwierig, also mit Ferrari weiterzumachen. Und es war die allgemeine Erkenntnis, dass Haider war schon hier, und es war dann die Erkenntnis, dass wir einen Wechsel brauchen, um nicht unterzugehen. Und da hat sich Haider natürlich angeboten als gute Alternative, und wir haben ihn auch unterstützt. Also, und er ist dann mit großer Mehrheit zum Parteiobmann gewählt worden. Quand Carinthie, Jörg Haider va implémenter sa politique, il débarque ici dans un État qui est rural. Il n'y a pas grand-chose à faire pour les jeunes. Il va créer un certain nombre d'activités, mettre en place un certain nombre de structures. Il va par exemple organiser des soirées disco, ce qui à l'époque est une grande nouveauté. Jörg Haider est élu pour la première fois député au Parlement de Vienne en 1979, à seulement 29 ans. Toutefois, c'est en Carinthie qu'il va véritablement faire décoller sa carrière politique vers les sommets. Jörg Haider impose un style nouveau dans une vie politique autrichienne relativement monotone. Il cultive son image d'homme jeune, dynamique, sportif et proche du peuple. Sa popularité en Carinthie est croissante. Le FPÖ est partagé en deux ailes, une aile libérale et une aile nationale. L'aile libérale est dominante à cette époque et le président national du parti, Norbert Steger, est un représentant de l'aile libérale. En 1983, le FPÖ enregistre son plus mauvais score historique aux élections législatives, avec 5% des suffrages. C'est pourtant à cette occasion que ce petit parti entre pour la première fois de son histoire au gouvernement, en formant une coalition avec le Parti socialiste, le SPÖ, qui a pour la première fois depuis plus d'une décennie perdu sa majorité absolue aux élections. Norbert Steger, le leader du FPÖ, accède ainsi au poste de vice-chancelier. Oui, donc le FPÖ participe à un gouvernement aux côtés du Parti socialiste SPÖ. Le SPÖ détient les clés du gouvernement et le FPÖ est un partenaire extrêmement minoritaire à cette époque. Donc le FPÖ est en déclin, non pas spécialement parce qu'il participe au gouvernement, mais simplement parce qu'à cette époque, c'est un petit parti qui ne correspond peut-être plus à l'état du temps
Et donc, c'est un petit parti qui est en voie de disparition. Alors que le FPÖ connaît un déclin qui menace jusqu'à sa représentation parlementaire à Vienne, 4% des suffrages sont nécessaires pour obtenir des élus, le FPÖ de Carinthie connaît une percée exceptionnelle en 1984 sous la conduite de Jörg Haider, avec 16% des voix lors des élections du Land de Carinthie. Ce contraste entre le déclin du FPÖ au niveau national et sa progression en Carinthie va permettre à Jörg Haider de se lancer à la conquête de la présidence du parti face à l'aile libérale. En 1986, Jörg Haider prend le contrôle du FPÖ lors du congrès d'Innsbruck, au Tyrol. Là, donc, il s'appuie sur l'aile nationale du parti et il éjecte le représentant de l'aile libérale du parti, qui est le président Norbert Steger. Wir waren damals bei 3 bis 5% maximal bundesweit. Nicht? Und in Kärnten war überall bei den Versammlungen Protest gegen die Aussagen von Steger und Co. Also wir hatten da sehr zu kämpfen und wir haben das auch im Bund dann ganz klipp und klar gesagt, dass das so nicht geht. Also ich kannte Jörg Haider seit dem Jahre 1986, als wir gemeinsam den Parteitag in Innsbruck vorbereitet haben, bei dem wir den damaligen stellvertretenden Bundeskanzler, das heißt in Österreich Vizekanzler, Norbert Steger gestürzt haben. Und zwar um die Linie der Partei zu korrigieren. Das heißt, von einer liberalen Bewegung hin wieder zurück zu einer klassischen nationalen patriotischen Bewegung. Und das war damals der Beginn einer sehr, sehr langen Freundschaft, die Jörg Haider und mich verbunden hat. Am Parteitag in Innsbruck hat es schon eine richtige Kampfabstimmung gegeben. Ich glaube, da war ich nicht unbeteiligt daran. Da haben auch einige Landesgruppen noch am Parteitag überzeugen können, dass das die richtige Wahl ist. Und Guckerbauer war der Sprecher. Und war ziemlich turbulent zugegangen, aber es war tatsächlich zur Rettung der Partei. Suite à l'élection de Jörg Haider à la tête du FPÖ, l'alliance gouvernementale entre les socialistes et le FPÖ est rompue et de nouvelles élections législatives sont organisées. Elles marquent un succès historique du FPÖ qui approche la barre des 10% au niveau national et entre progressivement dans toutes les assemblées régionales du pays. Le FPÖ peut ainsi entamer une ascension au niveau national. Celle-ci commence, comme toujours avec Jörg Haider, dans la province sud du pays, la Carinthie. Er war ein Talent, aber er hat auch gute Mitarbeiter gehabt und wir waren fast jeden Tag irgendwo unterwegs. Versammlungen, Stammtische und wenn es nur 10 Leute waren, in ganz Kärnten, von Heiligenblut bis ins Lauerntal hinunter, egal, ich bin selten vor Mitternacht heimgekommen. Mein Mann ist mir oft entgegengekommen. Er war oft verzweifelt, weil ich einfach nicht da war. Nicht? Also manchmal um 3, 4 Uhr in der Früh, ja? Wenn man weiß gut wo unterwegs war. Nicht? En Carinthie, Jörg Haider utilise également à son avantage la problématique de la minorité slovène, sujet sensible au sein de tous les courants politiques. En effet, le sud de la Carinthie compte une minorité slovénophone. Mais c'est surtout le souvenir des combats à la fin de la Première Guerre mondiale de la population civile autrichienne contre les armées yougoslaves qui est longtemps resté vivace chez les Carinthiens et explique ainsi leur attachement très fort au sentiment national. En effet, la Yougoslavie revendiquait des territoires s'étendant jusqu'à Klagenfurt et ce n'est que la lutte armée des civils, appelée Abwehrkampf ou combat défensif, qui a forcé les Alliés à organiser un référendum qui a tourné en faveur de l'Autriche en 1920. L'apposition de panneaux bilingues en allemand et en slovène dans les communes comptant un nombre important de slovénophones a longtemps constitué un sujet de polémique en Carinthie. Les Slovènes ont émis un certain nombre de revendications, notamment le fait que des panneaux bilingues soient apposés dans certains villages. La question était de savoir à partir de quel pourcentage de locuteurs slovènes ces panneaux devaient être appliqués. Donc la première fois que les panneaux étaient installés, certaines personnes sont allées les arracher. Et donc il y a eu tout un conflit autour des panneaux linguistiques pendant des années. Jörg Haider a instrumentalisé cette question et il a marqué des points au niveau électoral en défendant la germanité de la Carinthie dans un premier temps. Et finalement, plus tard, il a trouvé des accords avec les Slovènes et il a surtout permis la position finalement de panneaux bilingues dans certains villages du sud de la Carinthie. Donc, en 1989, les socialistes du SPÖ voient leur majorité brisée lors des élections pour le Parlement du Land par la percée du FPÖ sous la direction de Jörg Haider. Le Parti socialiste SPÖ arrive premier, le Parti patriotique FPÖ arrive deuxième et les conservateurs de l'EFAP arrivent troisième.
À partir de ce moment-là, Jörg Haider négocie avec les conservateurs et il forme une coalition réunissant le FPÖ, donc son parti politique, et les conservateurs de l'UVP. Jörg Haider devient gouverneur de Carinthie. Wir haben im Jahre 1989 die Stimmen mehr als verdoppelt. Nicht? Von 5 auf 11 Abgeordnete aufgestockt. Und das war schon bei uns in Kärnten besonders, also die Sozialdemokraten, also dermaßen einen Parteibuchzwang ausgibt in den ganzen öffentlichen Bereichen, Krankenanstalten und also Regierungsämter, überall. Und da haben sie natürlich, waren auch dort viele Menschen drunter, denen das nicht gepasst hat. Und das Ergebnis war dann schon also sensationell eigentlich, 89 nicht mehr als verdoppelt. Und da waren schon viele frustrierte Zwangsparteigenossen darunter. Nicht? Also, und da hat das hat er sicher aufgebrochen, dieses System. Und ja, also er war diesbezüglich auf dem richtigen Weg. Nur leider, also wenn man halt selber dann solche Fälle verdauen muss, wie diese ganze Buberl-Partie, nicht? Also, dann ist natürlich die Zustimmung auch nicht mehr da. Nicht? Also sagen die Leute, es ist ja eh alles dasselbe. Nicht? Also leider. Ja. Also das hat er sicher aufgebrochen, diesen Parteibuchfilz, muss man schon sagen. 1989 est également une année de gigantesques bouleversements en Europe, avec l'effondrement du bloc de l'Est. Le rideau de fer est démantelé en premier lieu à la frontière entre l'Autriche et la Hongrie en mai 1989. La capitale de l'Autriche, Vienne, est située à proximité de l'ancien bloc de l'Est et voit sa criminalité augmenter rapidement après les événements de 1989. Le FPÖ fait de l'immigration le thème principal de ses campagnes électorales et poursuit sa fulgurante progression au niveau national en dépassant les 16% lors des élections législatives d'octobre 1990. Cette progression du FPÖ sur une ligne nationale rencontre toutefois des obstacles, à commencer par un dérapage de Haider qui lui coûte sa place de gouverneur de Carinthie. En 1991, un débat a lieu au sein du Parlement de Carinthie à propos de la politique de l'emploi. Les adversaires de Jörg Haider l'attaquent en prétendant que sa politique serait similaire à celle mise en place sous le Troisième Reich. Und dann, ich hatte gerade den Vorsitz, als diese Debatte um die Beschäftigungspolitik gegangen ist im Land. Und einer der Sozi-Klubobmann hat geschrien, ja, Beschäftigungspolitik wie im Dritten Reich. Nicht? Und der Haider hat gekontert, dort haben sie eine ordentliche Beschäftigungspolitik gehabt. Und ich war schon dort. Ich habe schon gesehen, wie alles unruhig geworden ist im Haus. Nicht? Also die ganzen Abgeordneten und ein Getuschel und ein Gelaufe ins Rollen gebracht hat, dass dann der schwarze Klubobmann Stellvertreter, der ist gleich hinausgesaust und ich habe schon gedacht, na jetzt ist Feuer am Dach. Und dann war natürlich eine Turbulenz, nicht? Also alles war mehr oder weniger aufgescheucht und unterwegs. Und ich habe dann die Sitzung unterbrochen. Und dann hat es eine Oberleutekonferenz gegeben und dann haben wir die Sitzung tatsächlich unterbrochen. Das hat dann wieder die erste Präsidentin gemacht. Und wir konnten heimgehen. Nicht? Also, soll man machen. Nicht? Also, das war vorauszusehen, nachdem schon vorher so viel Unzufriedenheit war. Und dann waren Diplom-Ingenieur Freudenschlag und ich beauftragt, mit dem Zernato, mit dem Obmann der Schwarzen zu sprechen. Er ist ja im Treffen da. Nicht? Also, und dann, also da war wieder ich gefragt, nicht? Also das, sonst ja nichts mehr war. Dann sind wir hin zum Zernator und er hat uns freundlich empfangen und wir haben halt unser Begehren vorgetragen, warum, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, da weiterzumachen. Dann hat er wörtlich gesagt, das Glas war schon eben voll. Und diese Aussage hat das nur zum Überlaufen gebracht. Ich kann meine Leute nicht mehr halten. Und ich habe das auch verstanden. Nicht? Also. Lorsqu'il démissionne sous la contrainte de son poste de gouverneur de Carinthie, Jörg Haider déclare qu'il reviendra probablement et il dit également « Prenez soin de ma Carinthie », ce qui deviendra plus tard un de ses slogans. Haider ne manquera pas de présenter ses excuses pour ses propos, mais ceux-ci lui colleront longtemps aux pieds, notamment en 2000 lorsque le FPÖ entrera au gouvernement. Par ailleurs, le FPÖ connaît une scission en 1993 lorsqu'une partie de l'aile libérale quitte le parti sous la conduite de Heide Schmidt qui fonde le Forum libéral.
Cette même année, le FPÖ est contraint de quitter l'Internationale libérale. En 1994, l'Autriche est appelée à voter sur son adhésion à l'Union européenne. Le FPÖ fait campagne contre l'adhésion. Le oui l'emporte avec 66% des suffrages. Cela n'empêche pas le FPÖ de poursuivre sa progression puisqu'il atteint 22% des suffrages lors des législatives de 1994, dépassant pour la première fois le million de voix. Pour la première fois également, en raison de la percée du Forum libéral et des Verts, les deux grands partis, le SPÖ et le FAP, ne disposent plus de la majorité constitutionnelle des 2/3 des députés. Haider déclare à ce sujet « Nous avons brisé les structures inamovibles ». De nouvelles élections législatives ont lieu en 1995, où le FPÖ se maintient au même niveau. Jörg Haider estime que désormais, l'heure est venue pour le FPÖ de viser l'accession au pouvoir d'ici la fin des années 90. Ich habe dann die Öffnung der traditionell antiklerikalen FPÖ hin zu einer sozusagen auch klerikalen Linie zustande gebracht. Also dass die FPÖ mit dem sogenannten wehrhaften Christentum auch den Wert des Christentums als Fundament Europas in das Parteiprogramm aufgenommen hat und mit diesem christlichen Fundament einer ganz neuen Wählerschicht, die bisher sehr, sehr skeptisch der FPÖ gegenübergestanden hat, eine Tür geöffnet hat in die FPÖ hinein. Das hat sich absolut als richtig und auch politisch bezahlt herausgestellt. Meine Strategie war schon im Jahre 1997, dass die FPÖ den Weg gehen sollte, den Silvio Berlusconi in Italien gegangen ist und die Democrazia Cristiana komplett zerrieben hat. Und mein Ziel war es immer, die FPÖ zu einer Partei zu machen, die die ÖVP komplett zerreibt und überflüssig macht. Und da hatten wir dann in den späteren Jahren einen wirklich heftigen Konfliktpunkt, weil er der Meinung war, das schaffen wir nicht. Und deswegen hat er dann mit der ÖVP unter Wolfgang Schüssel die Koalition begründet. L'année 1999 marque le point culminant de la progression du FPÖ, entamée depuis 1986 sous la présidence de Jörg Haider. En mars 1999, lors des élections régionales en Carinthie, le FPÖ recueille 42% des suffrages et Jörg Haider redevient gouverneur de la province, 8 ans après son départ forcé. Lors des élections législatives d'octobre 1999, le FPÖ obtient le meilleur résultat de toute son histoire avec 26,91% des suffrages. Il arrive en deuxième position, devançant de quelques centaines de voix les conservateurs de l'EVP. C'est un succès historique pour le FPÖ. Alors que le leader de l'EVP, Wolfgang Schüssel, avait annoncé avant les élections qu'il ne gouvernerait pas si son parti arrivait en troisième position, des négociations sont entamées pour former un gouvernement entre les conservateurs et le FPÖ. Toutefois, lors des négociations, il est convenu que ce n'est pas le FPÖ arrivé en deuxième position, mais l'EVP arrivé en troisième qui obtiendra la chancellerie. Er hat gemeint, dass die ÖVP mit uns keine Koalition macht, wenn er selber in die Regierung geht, weil wir das international nicht durchstehen, weil die internationalen Widerstände zu groß wären. Dadurch hat er den, meiner Ansicht nach, größten politischen Fehler gemacht in seiner ganzen politischen Laufbahn, indem er den Parteivorsitz abgegeben hat an Susanne Ries-Basser und nicht in die Regierung gegangen ist. Das war der größte Fehler überhaupt, den er gemacht hat. Das hat er später auch offen zugegeben, dass das ein riesiger Fehler war, weil dadurch er praktisch die ganzen personellen Defizite in dem Moment schlagartig offenkundig wurden. Wir haben die Gefahr gesehen bei der damaligen Regierungsbildung im Jahr 2000, dass die Personen politisch und persönlich nicht ausreichend gefestigt sind, hier diese schwere Aufgabe in der Regierung auch zu erfüllen. Jörg Haider selbst hat den Gang nicht in die Regierung angetreten. Das war aus unserer Sicht auch ein schwerer Fehler. Wenn er zugewartet hätte, meine Strategie war immer, warte zu. Wenn er im Jahre 2000 die Koalition mit der ÖVP nicht gebildet hätte und die ÖVP den Bundeskanzler nicht stellen hätte können, dann wäre der damalige Parteichef Wolfgang Schüssel, der die Wahl verloren hatte davor, Jahresende 1999, ja, hat er die Wahl verloren. Der wäre auf dem nächsten Parteitag der ÖVP geschlachtet worden. Das heißt, er konnte sich nur auf dem Rücken der FPÖ, auf den Schultern der FPÖ, konnte er sich überhaupt als Bundeskanzler wieder als Parteichef der ÖVP behaupten. Und dann natürlich hat er das sehr professionell und sehr lange gemacht. Aber ohne diese Koalition wäre die ÖVP ins komplette Desaster gerutscht. Und damit wäre meine Strategie der Berlusconisierung aufgegangen. Denn meine Strategie war immer die Berlusconisierung der ÖVP. Das heißt, so wie die Democrazia Cristiana in Italien jede Bedeutung verloren hatte und Berlusconi in dieses Vakuum gestoßen ist, habe ich immer gesagt, wir müssen schauen, dass die ÖVP jede Bedeutung verliert und wir können dann in dieses Vakuum
hineinstoßen als Partei modernen Zuschnitts, als rechte Zentrumspartei sehr modernen Zuschnitts. Ja, das war meine Strategie. Und es war ein schwerer Fehler, dass er diese Strategie verlassen hat. Das war ein Problem mit ihm. Er hat sehr oft eine Strategie festgelegt und dann hat er sie im letzten Moment korrigiert. Intuitiv. Nicht sehr intellektuell, sondern intuitiv. L'expérience FPE au gouvernement national s'avère rapidement très compliquée. Les 14 autres membres de l'Union européenne exercent une lourde pression sur l'Autriche durant le premier semestre de l'année 2000 en prenant des sanctions bilatérales symboliques à son encontre. La pression internationale est à son comble. Jörg Haider se retire de la présidence du FPE, confiée à Susanne Rispasser, qui est également devenue vice-chancelière FPE du gouvernement. Celle-ci n'est pas un cadre majeur du FPE, mais une personne de confiance de Jörg Haider. Outre la pression internationale, le FPE connaît des séries de péripéties en interne avec diverses démissions du ministre en cours de mandat ou renoncement à des points clés du programme, notamment sur les questions fiscales. Quant à Jörg Haider, bien qu'il reste la figure incontournable du FPE, il ne parvient pas depuis l'extérieur à contrôler les ministres FPE. Il critique régulièrement par voie de presse l'action de ses ministres, ce qui achève de décrédibiliser le parti. Dürfte schon auch eine Rolle gespielt haben, dass der Haider halt da in Kärnten gesessen ist. Und naja, wenn der Chef nicht an Ort und Stelle ist, dann haben die Mäuse sozusagen Kirchtag, nicht? Also sagt man bei uns. Und da hat jeder seine Suppe gekocht, nicht? Also, und wobei diese beiden, Grasser, Wessenthaler und Rispasser, natürlich ganz unter der Fuchtel von Schüssel gestanden sind. Nicht? En 2002, des élections législatives anticipées ont lieu suite aux tensions internes du FPE. Celui-ci s'effondre à 10%, tandis que les conservateurs de l'EFAP culminent à 42%. La coalition EFAP-FPE est reconduite, mais cette fois-ci le FPE n'a plus qu'un rôle minoritaire. Les élections régionales qui se succèdent entraînent des résultats désastreux pour le FPE. Seule la réélection de Jörg Haider comme gouverneur de Carinthie sauve les apparences. Après l'éviction de Susanne Rispasser en 2002, les présidents se succèdent à la tête du FPE jusqu'à ce que la sœur de Jörg Haider, Ursula Häubner, prennent les rênes du parti en 2004. Les voix sont de plus en plus nombreuses au sein du FPE pour réclamer la fin de la coalition EFAP-FPE et le retour du FPE dans l'opposition pour qu'il puisse se reconstituer. D'une certaine manière, le scénario des années 80 se répète. Vorausgegangen war eine heftige Auseinandersetzung über die EU-Wahl davor, wo eine Liste erstellt hatte, wo auf Platz 1 ein ehemaliger Kommunist war, auf Platz 2 war ein Hochgrad-Freimaurer und auf Platz 3 kam der erste originäre Freiheitliche, das war der Andreas Mölzer. Und ich habe dann dem Mölzer geholfen, mit einem Vorzugsstimmenwahlkampf dafür zu sorgen, dass er alle anderen überholt hat. Und er ist so auf dieses Mandat gekommen. Ja? Und da war der Konflikt dann wirklich am Höhepunkt. In weiterer Folge hat er dann gesagt, ja, das ist eben Taliban Stadler und Taliban Mölzer und deswegen muss er eine neue Partei gründen. Considérant que le FPE n'a plus d'avenir et comprenant après le camouflet des européennes de 2004 qu'il n'a plus le contrôle dessus, Jörg Haider décide de quitter le FPE et de fonder un nouveau parti. En 2005, Jörg Haider décide de créer le BZE, le mouvement pour l'avenir de l'Autriche. Les élus du FPE passent au BZE, en tout cas la plupart d'entre eux, et les ministres passent au BZE. Donc à partir de ce moment-là, la coalition en place n'est plus une coalition EFAP-FPE, mais une coalition EFAP-BZE. Lors des élections législatives de 2006, deux formations patriotiques sont en lice. La première est le FPE, qui a été repris en main par Hans-Christian Strache, et le deuxième est le BZE, dont le leader naturel est Jörg Haider. En 2006, le BZE obtient 4,1%, c'est-à-dire 0,1% de plus que les 4% nécessaires afin de siéger au Parlement. Er hat sich verspekuliert. Seine Spekulation war, dass die Partei mit ihm mitgeht und er quasi den Rest, diesen sozusagen abbruchreifen Rest FPÖ, dann vergessen kann. Das war eine Fehlspekulation. Die Partei hat gehalten, die Funktionäre sind in der Masse bei der FPÖ geblieben und er ist in Wirklichkeit außerhalb von Kärnten mit seinem BZÖ von vornherein gescheitert gewesen. Ja? Und daher hat er später die Versöhnung mit mir wieder gesucht. Dass die FPÖ sich wieder darappelt hat, da haben wir auch mitgearbeitet, auch mein Bruder mit Mölzer und Skrinzi haben wir auch mitgearbeitet und das war nicht ganz unbedeutend für die Bundes-FPÖ,
Denn in Oberösterreich haben sie sich noch nicht entschieden gehabt, in der Steiermark noch nicht, im Burgenland nicht. Also erst wie die Kärntner, nachdem der Haider ja da seinen Sitz gehabt hat, gesagt haben, nein, wir lassen die FPÖ nicht sterben, haben auch die anderen Parteien sich zur FPÖ und der Sprache bekannt. Also es war nicht ganz umsonst. En 2008, de nouvelles élections législatives ont lieu. La population décide de sanctionner le gouvernement sortant, qui est un gouvernement réunissant les conservateurs et les sociodémocrates. Les deux partis patriotiques obtiennent de bons résultats. Le BZE obtient plus de 10%. Quant au FPE de Hans-Christian Strache, il obtient 17%. Jörg Haider déclare à cette occasion, après celle de Ladzar, ma résurrection est la plus éclatante de l'histoire. Au lendemain des élections, une coalition réunissant les conservateurs, l'UFAP et les deux partis patriotiques FPÖ et BZÖ est envisagée. Ich glaube nicht, weil beide Parteien hatten den Eindruck, dass sie wieder die alten Verhältnisse herstellen können. Und die haben damals wirklich im Jahre 2008 geglaubt, dass sie die alten Verhältnisse wiederherstellen können. Les deux leaders des partis patriotiques se rencontrent à Vienne, dans le bureau du président du FPÖ, Hans-Christian Strache. Et des négociations ont lieu et finalement, ils déclarent à l'issue de cet entretien qu'ils ne sont plus des frères ennemis. Mais toutes ces spéculations sont mises à mal par le décès de Jörg Haider et la coalition regroupant les conservateurs de l'UFAP et les sociodémocrates du SPÖ est reconduite. Moins de 2 semaines après son éclatant retour sur la scène politique nationale, Jörg Haider vit sa dernière journée le vendredi 10 octobre 2008. C'est le jour de la fête nationale en Carinthie pour célébrer le référendum de 1920 qui a vu le sud de la région rester autrichien. Après les célébrations, Jörg Haider est aperçu en soirée à Velden. Il est censé rentrer dans sa propriété à la campagne, au Bärental, où se déroule le lendemain le 90e anniversaire de sa mère. Pour rentrer, il prend l'autoroute qui longe par le nord le lac du Wörthersee et traverse Klagenfurt. Dans la nuit du 10 au 11 octobre 2008, le véhicule du gouverneur de Carinthie est retrouvé accidenté à la sortie de Klagenfurt, à l'entrée de Köttmannsdorf. Jörg Haider est mort. Jörg Haider arrive la nuit, ici, à bord de sa Volkswagen Phantom, qui est une des voitures les plus sûres du marché, une voiture de très haute technologie qui doit résister à des impacts à grande vitesse. Et normalement, quelqu'un qui entre dans un poteau en béton à grande vitesse doit survivre avec ce genre de véhicule. Il arrive ici, il n'y a aucun obstacle naturel. Sa voiture sort légèrement de la route, dans l'herbe. Elle continue, elle heurte avec la roue droite un morceau de trottoir. Et puis, la voiture se retrouve dans un état hallucinant. L'enquête, conclut très rapidement, affirme que Jörg Haider était alcoolisé et conduisait à 142 km/h, bien au-delà de la vitesse limite autorisée. Toutefois, l'état du véhicule a très rapidement éveillé des soupçons, mais jamais les demandes de réouverture du dossier n'ont abouti. Aujourd'hui encore, l'épave du véhicule est conservée par des proches de Jörg Haider. De nombreuses pistes ont été évoquées, mais aucun élément décisif n'a pu appuyer les différentes hypothèses selon lesquelles Jörg Haider aurait été victime d'un attentat, ni éclaircir les motifs. Von allem Anfang an habe ich nicht an einen Unfall geglaubt. Wer dahinter steckt, will ich nicht spekulieren, das ist schon gar nicht öffentlich, aber an einen Unfall glaube ich nicht. Zu damaligen Zeitpunkt hat es ja nicht nur die Verschwörungstheorien gegeben. Viele haben behauptet, er sei nicht natürlich verstorben an einem Unfall, sondern ermordet worden. Auch das gibt es. Ja. Er hat sehr viele Kontakte gehabt zu Diktatoren, Saddam Hussein oder dem libyschen Chef. Ich halte auch nichts von den Spekulationen, die veröffentlicht wurden in Büchern. Ich glaube nicht, dass das weder ein östlicher Geheimdienst noch irgendeine Logenangelegenheit war. Das halte ich für blanken Unsinn. Donc cela a donné naissance à toute une série de questions. Comment se fait-il que la voiture soit dans un état pareil? Comment se fait-il que Jörg Haider soit décédé? Et de plus, le parquet de Klagenfurt aurait dû mener une longue enquête et le dossier a été rapidement clôturé. Et donc par conséquent, le public n'a jamais pu savoir si Jörg Haider n'a pas été victime d'un attentat. Un autre événement qui pose question, c'est le fait que Jörg Haider prend cette route dans la nuit. S'il est ivre, pourquoi va-t-il à la vallée des Ours, où le lendemain se déroule l'anniversaire de sa mère, alors qu'il dispose d'un appartement à Klagenfurt et qu'il passe
à Klagenfurt ou près de Klagenfurt en revenant de Veldon. L'émotion en Carinthie et en Autriche est grande suite au décès du gouverneur, et une foule immense assiste à ses obsèques. Le parti de Jörg Haider, le BZE, connaît des succès posthumes à Jörg Haider avant d'entrer dans une phase de déclin, notamment lorsque le BZE de Carinthie rejoint le FPÖ. 10 ans après la tragique disparition de Jörg Haider, le courant national s'est réunifié autour du FPÖ. Le BZE a quasiment disparu. Il a recueilli moins de 1% des suffrages lors des élections régionales de Carinthie en 2018. La mort de Haider a apaisé les passions autour de sa personnalité, même si les interprétations sur son héritage sont toujours l'objet de discussions. Gibt es das Erbe nicht, aber es gibt sicher noch Leute, die noch vom Haider träumen. Das gibt es sicher noch und das ist auch die Besonderheit von Haider. Aber leider sind viele negative Entwicklungen auch durch ihn eingeleitet worden und passiert, sodass die jetzige FPÖ schon noch schwer daran arbeiten muss, dass er da dieses negative Erbe los wird. Schauen Sie, der Punkt ist der, natürlich ist er Vorreiter gewesen für alle diese Bewegungen. Er war lange Zeit, über lange Strecken war er die erfolgreichste neue rechte Partei, die es in Europa überhaupt gab. Ja, deswegen war auch die Anfeindung europaweit und weltweit so heftig. Weil die natürlich instinktiv erkannt haben, wenn der erfolgreich ist, dann wird es auch in anderen Ländern ähnliche Parteien geben. Die Zeit ist einfach reif dafür gewesen. Das heißt also, die haben instinktiv erkannt, er war nur 20 Jahre zu früh dran. Das war alles. Würde er heute diese Politik betreiben, die wir damals betrieben hätten, der wäre nicht mehr aufzuhalten. Ist der Winter vorbei und du wieder gern, dann werd ich mit Freuden zu dir auffahren, dann werd ich mit Freuden zu dir Heute